Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre rendez-vous des Cannes Prime Time. On se retrouve tous les jours à 18h pour mettre en avant la technique des films de la sélection du Festival de Cannes. Cette année, l'émission est diffusée en direct sur YouTube et également sur notre partenaire Ciné Musique Radio, disponible en FM DAB+, sur leur application ou sur le site internet cinémusique.fr. Au programme, décryptage technique, interview de professionnels du cinéma et présentation des candidats et candidates aux 2 prix de la CST. Bonjour Mathieu. Bonjour Alexia. Bien essayé. Je suis pas Mathieu. Hélène, donc vous remplacez Mathieu aujourd'hui pour la journée parce que Mathieu avait un petit événement cet après-midi. Est-ce qu'on vend la mèche pour l'événement de Mathieu? On y va ou pas? On peut. Alors, Mathieu Guetta est en ce moment en train d'acclamer sa propre progéniture, Léon, qui monte les marches puisqu'il joue dans le film d'Emmanuel Mar qui est présenté aujourd'hui au Théâtre Lumière. Bravo à la famille Guetta. Voilà. Mais on va continuer de s'applaudir les uns les autres. Présentons nos invités du jour. Monsieur Labouze André, bienvenue. Merci. Président de la CST, qui nous parlera plus tard des événements, de ce qui se passe en coulisses techniques du festival. Frédéric Mercier, bienvenue. Merci, bonjour. Vous êtes journaliste à Positif. Vous voyez à peu près 14 films par jour. Oui, Et on 15. On va se faire un petit débrief tout à l'heure pour les films d'hier. Anne-Sophie Delceri, bienvenue, chef décoratrice, lauréate du prix de la jeune technicienne de la CST pour le théorème de Marguerite réalisé par Anna Novion, c'était il y a 3 ans, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et vous êtes de retour avec aussi 15 films en ce moment au festival. Non seulement 2, mais c'est déjà pas mal. On en parlera. Et enfin, nous avons le grand plaisir d'accueillir André Dergatchev. Bienvenue. Vous êtes sound designer et mixeur sur le film de Zaginsiev, Minotaur, qui était présenté hier. Nice to see you. Nice to be invited. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Yeah. Eh bien, et tout de suite, on remonte les marches. Hier soir étaient présentés 2 films, Minotaur d'Andrei Zviagintsev et Amarga Navidad de Pedro Almodóvar. Frédéric Mercier, vous avez vu les 2 films. On va peut-être commencer par le Almodóvar. C'est drôle parce que je dirais à peu près la même chose tout à l'heure sur le film d'Andrei Zviagintsev. Je suis très heureux, j'ai retrouvé Almodóvar, dont les derniers films avaient peut-être un petit peu perdu. Et je me suis dit au bout de 3 minutes, j'ai retrouvé ce que j'aimais chez Almodóvar, c'est-à-dire le sens d'abord du romanesque. Et c'est l'histoire d'un cinéaste dans les traits duquel on reconnaît énormément Almodóvar d'ailleurs, qui est en train d'écrire un nouveau scénario. Et donc on va voir l'histoire qu'il est en train d'écrire, on va voir ses problèmes d'inspiration, on va voir même l'histoire dans l'histoire à un moment donné, et puis évidemment on va voir comment il arrive peu à peu à se servir du réel pour pouvoir nourrir sa fiction. Mais c'est comme ce qu'on aime chez Almodóvar, c'est-à-dire qu'on a l'impression de partir dans des pistes extrêmement diverses, différentes, d'épouser une sorte de labyrinthe, et à la fin, par miracle, il y a une sorte d'épiphanie, et tout s'arrange, on a compris exactement où il en était, ce qu'il racontait de son œuvre, de ses problèmes avec ses collaborateurs, et de la façon dont il réalisait des films. Et il écrivait encore aujourd'hui, la façon dont il se voit dans l'histoire du cinéma, et la façon dont il se voit également dans sa propre carrière. Les actrices sont absolument merveilleuses, on retrouve son sens, je dirais, l'esthétique d'Almodóvar telle qu'on aime, colorée, une image très nette, une profondeur de champ à peu près permanente. On ressent son sens du découpage, des gros plans, ces gros plans sur les actrices qui sont absolument magnifiques. À un moment donné, il filme une comédienne et puis soudain on voit l'émotion qui perle parce que le sourire se met un tout petit peu à changer au son d'une chanson, au son d'une musique. Voilà, j'avais très peur de ce film-ci parce que j'avais l'impression effectivement que depuis quelques années, il était en train de rechercher cette grâce dont il parle dans le film, et j'ai trouvé qu'il avait retrouvé la grâce. Et puis il y a un travail important sur le montage, la manière dont les différents récits se croisent. Il arrive à nous perdre par certains moments et puis on retombe sur nos pattes à la fin du film. On remonte parce que
Vous parlez du montage. Alors effectivement, il y a le montage d'Almodovar. Il y a cette façon de conduire les choses par la musique, en particulier, qui est extrêmement présente dans le film et qui fait le lien entre les différentes parties de la fiction et de la sous-fiction. Mais je dirais que l'élément principal, c'est l'élément humain, c'est l'élément des personnages. Et avec des actrices absolument magnifiques, je trouve qu'on retombe sur ses pattes parce qu'on est toujours au diapason des émotions de chacune de ces héroïnes. En tout cas, moi, je l'étais. Avec ce sens, vous savez, de faire des scènes dramatiques, mais toujours avec de l'humour, ou de faire des scènes qui sont comiques, toujours avec un sens du mélodrame derrière. Un autre film qui était extrêmement attendu et dont on entend parler depuis hier soir avec beaucoup d'engouement, c'est Minotaur d'Andrei Zvyagintsev. Qu'en avez-vous pensé ? Alors, je dois dire, puisque qu'Andrei est là, moi, ça faisait 9 ans que j'attendais un nouveau film d'Andrei Zvyagintsev, qui avait réalisé jusqu'à maintenant 5 films, Le Retour, Le Bannissement, Elena, Léviathan et Faute d'amour, qui étaient tous des dates de l'histoire du cinéma, qui était vraiment un des grands cinéastes russes qui a émergé dans les années 2000, avec un Lion d'Or dès son premier film. Et je me suis demandé pendant 9 ans, est-ce que quelque chose ne va pas se perdre ? Parce que quand on aime un cinéaste, on se dit, 9 ans est parti, est-ce que quelque chose s'est perdu entre-temps ? Et on sait qu'Andrei Zvyagintsev a été malade, on sait que ça a été très compliqué pendant toutes ces années pour retrouver un financement. Il est parti en Allemagne. Et dès la première seconde du film, j'avais l'impression, comme Almodovar, c'est pour ça que j'en parlais, d'être à la maison. Ça veut dire de savoir exactement qu'il était là, au rendez-vous. Alors le film est très particulier. C'est un remake avoué de La femme infidèle de Chabrol. Il se trouve qu'il a un collaborateur français, Joël Chaperon, son interprète, qui lui a montré des films français des années 70. Il a vu La femme infidèle. Et en voyant La femme infidèle, il a eu envie de le faire. Il a eu envie de le faire parce qu'il s'est dit, cette histoire, on la connaît tous, l'histoire de l'infidélité, de la jalousie. Mais en fait, ça lui permettait de faire un film, on va dire, de penser en termes de cinéma. C'est-à-dire qu'il pouvait raconter le film par le silence, de raconter le film vraiment par le silence, par le visuel. Il retrouve son grand chef opérateur, depuis toujours, Michael Kretschmann, qui fait une image extraordinaire. Je dirais une image qui est aussi propre, parfois, que ce que le monde, que ce que ces gens voudraient laver de leurs ordures. Il y a une esthétique froide qui est assez admirable dans le film. Esthétique froide, aussi une grande profondeur de champ. On a l'impression que le cadre est sans cesse habité par des sous-cadres et par d'autres niveaux de réalité, parce qu'en fait, ce sont l'histoire de personnages qui ne communiquent plus entre eux. Et il me semble que le film va vers une sorte de désir, à un moment donné, peut-être d'aller vers un rapprochement entre les personnages. Alors, il faut voir qu'au-delà de l'histoire du film de Chabrol, le film est évidemment ancré dans une réalité historique, puisque le film commence le jour de l'invasion de la Russie en Ukraine. Et c'est l'histoire d'un chef d'entreprise, donc jaloux, qui comprend que sa femme le trompe avec un amant. Si, il le sait. Je vais corriger un tout petit peu. L'époque présentée dans le film, c'est le moment de la conscription, donc en amont. La guerre a commencé au mois de février et la conscription avait lieu en septembre, à partir de septembre. Vous avez raison. Alors, je ne l'avais pas compris, mais en fait, on apprend que dans les entreprises, en fonction, je dirais, de la taille de l'entreprise, on doit envoyer des hommes à ce moment-là à l'armée. Et donc, lui, il a une entreprise moyenne. On dit qu'il y a des entreprises où ils doivent envoyer beaucoup plus d'hommes que la sienne. Et lui doit choisir des hommes des hommes de son entreprise pour pouvoir partir à la guerre. Et en même temps qu'il doit faire ce choix, évidemment, il a cet adultère à régler avec son épouse. Ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que j'ai eu l'impression de retrouver les films de Zvyagintsev dans ces thèmes. J'ai eu l'impression de retrouver, en tout cas, la face B de Elena dans le film, et également les rapports humains tels qu'ils étaient décrits dans Faute d'amour, en tout cas des rapports qui sont extrêmement distanciés, froids entre les individus, et autour de ça, avec une séquence qui est absolument incroyable, qui, je crois, dure à peu près 27 minutes, totalement silencieuse. Et je voulais justement vous demander, puisque vous êtes occupé du son sur le film, comment on met comment on fait entendre une scène où il n'y a pas un seul dialogue pendant presque une demi-heure. D'après ce que je sais, cette séquence était une des raisons pour lesquelles Andrei voulait refaire le film de Chabrol. Des actions sur des actions sur des actions. Il était charmé par ça, il a voulu faire ça. C'était une des raisons pour laquelle il voulait le faire.
Moi, j'aime bien quand les gens ne parlent pas. D'un point de vue technique, on n'est pas obligé de s'occuper des dialogues, parce que les dialogues doivent évidemment être audibles et intelligibles. Mais là, on se focalise sur comment on peut impressionner les spectateurs juste avec les actions. Donc, on pouvait mettre en avant les événements. Mon travail est assez simple. Je dois souligner et cadrer tous les événements qui arrivent, qui sont montrés dans le film. Afin de le faire aussi vivant, aussi vrai que possible. Notre but était d'enregistrer à la meilleure qualité possible. Toutes les séquences ont été enregistrées sur le plateau. Il y avait moins de... Voilà, les effets étaient enregistrés sur le plateau. Tous les voitures, les portes, tout ça a été enregistré sur le plateau. Après on l'a édité. On l'a édité pour le rendre plus engageant pour les spectateurs. Par exemple, dans la scène du meurtre, quand il est assis sur le sofa, il ne comprend pas ce qui se passe. On peut carrément rentrer dans sa tête. Et on entend comme il se frotte les mains et on comprend qu'il est en train de réfléchir. On ne sait pas à quoi il réfléchit, mais on comprend qu'il réfléchit. En même temps, on entend les enfants en dehors. Ce n'était pas mon idée. J'ai eu l'idée, c'est quelqu'un du montage qui me l'a suggéré. Andrei a eu l'idée des enfants qui étaient à l'extérieur. Mais c'est une idée qui est sympa. Parce que ça fait un fond sonore. Et le fond sonore est une réalité, la vie de tous les jours. Et la nature ne s'occupe pas de ça, ne s'occupe pas de ça du tout. Ne s'occupe pas des événements. Le fond n'a aucun rapport avec ce qui se passe sur la scène, en fait. Ce n'est pas un vide, mais le grand écart entre un côté et l'autre, on essaie de les communiquer. J'aime beaucoup cette approche. C'est ce qui m'a inspiré. Est-ce que, pour que tout le monde comprenne bien votre processus de travail avec le réalisateur, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre présence à ses côtés? Parce que vous êtes sur le plateau, vous êtes en post-production, ce qui n'est pas forcément la manière dont tout le monde travaille. Hein. Les métiers peuvent être répartis, mais vous êtes là tout du long. Dans tous les pays, dans d'autres pays, tout est séparé dans des départements différents et il n'y a pas d'interaction entre nous et on n'a aucune idée de ce qui se fait dans les autres départements. On ne sait pas ce qui se passe. Mais ça peut arriver, mais ce n'est pas uniquement moi. Je pense que c'est juste à un moment donné, c'est arrivé. Décrivez-nous, vous êtes ingénieur, vous enregistrez le son, le direct sur le plateau, et vous allez aussi, est-ce que vous êtes au montage et au mixage? Pour toutes les étapes, vous êtes là tout du long. Oui, je vais vous expliquer brièvement. Depuis quelques années, au cours des années, nous nous sommes trouvés dans une situation où moi j'étais sur le plateau. Je suis de quelque sorte le mec principal, mais je ne l'étais pas vraiment. Il y avait quelqu'un d'autre qui m'aidait et lui, c'est tout.
il connaît tous les équipements, tous les côtés techniques, il peut résoudre tous les problèmes. Moi-même, je n'ai aucune idée, mais lui, il sait résoudre tous les problèmes. Mais en même temps, j'ai pris la responsabilité du résultat final, ce qu'il arrange lui. Bon, comme ça ne le stresse pas et il travaille mieux. Et moi, je suis certain que j'aurai sur le plateau le matériel qu'il me faudra pour la post-production. Par exemple, on avait 6 micros dans chaque scène avec la voiture. Voilà, on essaie de les positionner aussi près que possible du personnage. Une fois que tout était fait, j'ai réglé beaucoup d'ambiance. Puis j'ai passé du temps à faire ma bibliothèque sonore. D'habitude, souvent je les ai bien à l'avance, tous en même temps. Mais cette fois-ci, c'était différent. J'ai reçu en étapes. Je n'avais jamais eu l'occasion de voir le film encore. Voilà, je ne pouvais pas voir le film en tant que spectateur. Je n'avais pas je ne saisissais pas l'ensemble. Donc, quand je l'ai vu hier, c'est la première fois que j'ai vu l'ensemble. Alors que jusque-là, je le prenais par morceaux, par scène. Donc, je ne savais pas comment tous ils étaient reliés les unes aux autres. Voilà, je parle vite. Effectivement. Je n'ai pas pris plaisir au déroulement, au flux de la production du film. J'ai fait le design sonore. Le Foley, c'était une autre personne. Je ne me souviens pas de son nom. C'est un Allemand. Ils ont fait les effets. Et puis il y avait deux hommes français. Donc j'ai fait le design sonore, mais on était un petit peu en retard sur le planning. Il y a eu quelques soucis. Donc le tournage a duré plus longtemps que prévu. Et le film lui-même était plus long que prévu, d'une 20aine de minutes. Donc il a sacrifié une semaine de mixage. Le mixage a été fait à Berlin et à Hambourg, mais c'était la première fois qu'il a jamais travaillé dans des studios différents. En Russie, je travaillais dans un studio russe vraiment impeccable. J'y ai travaillé pendant 10 ans. C'était vraiment superbe comme installation. Et là, je me suis trouvée dans une situation complètement différente. Je n'ai aucune idée à quoi le son ressemble. Si tout le monde le trouve génial, c'est parfait. En ce qui concerne la communication avec André, je ne sais pas pourquoi c'est aussi facile. Ce n'est pas confortable pour nous de travailler à distance si on n'est pas ensemble, mais comme ça fait une vingtaine d'années qu'on travaille ensemble, on a discuté de tous les éléments. S'il y avait eu des problèmes, on en a parlé. J'ai fait quelques travaux pour lui. Ils n'étaient pas très sûrs de l'objectif qu'ils allaient utiliser sur la scène. Donc c'est moi-même. Moi-même, j'ai fait un pré-montage pour qu'ils puissent juger de ce qu'ils voulaient faire par la suite. Donc, s'il y avait des scènes qu'il fallait reprendre, il fallait que je le fasse. En fait, je ne me souviens pas de gros problèmes entre nous au début du tournage. Puis il est venu à Hambourg pendant une quinzaine de jours. On était assis dans le studio, là comme on fait maintenant. On papotait, on essayait ci et ça.
Et puis il est revenu à Paris pour le mixage final. Et on a passé encore 2 semaines ensemble. Et on a fini pile poil pour le dernier jour du mixage. Son taxi est arrivé. Et il était en train de peaufiner les derniers éléments. Vous travaillez avec le cinéaste depuis longtemps. Est-ce que vous n'avez pas toujours eu le même poste dans tous ces films? Comment ça a évolué, puisque cette méthode de travail, c'est vraiment une méthode qui a été réalisée pour ce film-là, et vous avez travaillé différemment avec lui sur les autres projets? Je ne sais pas trop. Au cours du temps, on n'a pas vraiment fait exprès d'imposer cette façon de travailler, mais ça a juste évolué comme ça, on bosse comme ça. Mais la première fois que vous avez travaillé avec Zaguintsev, vous n'étiez pas mixeur. Le premier film, vous étiez à un autre poste. Voilà, il y a une petite histoire en fait. La première fois, je n'étais pas designer sonore, j'étais compositeur. Et il m'arrivait de faire des propositions pour les éléments sonores. Donc, moi, j'ai fait des suggestions. J'ai fait des suggestions pour le son du film. Et comme il ne s'entendait pas tout à fait avec l'ancien designer sonore, il m'a proposé, est-ce que tu veux être mon designer sonore? En Russie à l'époque, ça s'appelait le directeur du son. Je ne sais pas si c'est comme ça en français. Sound director? Ingénieur du son? Alors, non. I would say in the movie we have sound recordists on set. Yeah, but the guy who is like supervising it. Ça va être le mixeur. Ça va être plutôt en France, ça va être le mixeur. Yeah. Ouais. Je vois pas de poste au son en France. Mais l'ingénieur du son, c'est l'ingénieur. Il va être ingénieur sur le direct. Après, on passe la main en post-production. Et comme vous disiez, les étapes sont séparées. Donc d'avoir quelqu'un qui supervise du début jusqu'à la fin, comme le directeur de la photo va superviser de la prépa jusqu'à la fin de l'étalonnage. Au son, alors il y a sûrement des équipes qui le pratiquent comme ça, mais de manière... Monsieur le Président a son mot à dire, pardon. Ouais, juste dire quelque chose, c'est qu'on a en France une personne qui fait le son sur le plateau, qui fait le montage son et qui fait le mix. Tu veux nommer cette personne ou c'est qui? Ah non, je peux lui le dire, c'est Lucien Balibar. Voilà, mais il y en a un. Il y en a un. Voilà. Mais voilà, il fait tout. Non, Lucien, mais c'est ça ce que je disais. voilà. Il y a des gens qui travaillent comme ça. Oui. Mais c'est pas la pratique la plus Non, la répandue. pratique, effectivement, tu as raison. Sur un plateau, on a l'ingénieur du son, ensuite on a le monteur son, et ensuite on a le mixeur. Moi, j'aurais juste rajouté quelque chose. J'ai fait la répétition dans la nuit avec vous, André, et nous étions 3 André dans la salle. C'était une chose magique. Voilà. Donc, merci pour cette anecdote transcendante. Et en fait, je trouve que la répétition qu'on a passée, les 40 minutes, était excellente parce que, comme vous le disiez, on est rentré un tout petit peu parce qu'on a vu les 10 premières minutes du film et ça m'a donné envie de voir tout de suite le film. Malheureusement, je n'ai pas pu le voir, mais voilà. Donc c'est vraiment, pour nous, quand on fait les répétitions, on se dit, tiens, là, il y a quelque chose. Et le son était tellement important dans le film qu'on s'est dit, waouh, il y a quelque chose dans ce film. Et il y a de la finesse. Et effectivement, comme André fait l'ingé son, le montage son et derrière le mix, il connaît tout de A à Z. Et ça, c'est super merveilleux. Merci beaucoup André pour ces compliments. Merci André. On continue à parler de technique avec notre rubrique Focus sur lauréat. On retrouve Véronique Cardamone tout de suite. Focus sur lauréat. Lauréat
Lors de la 65e édition du Festival de Cannes, le jury de la CST, la Commission supérieure technique de l'image et du son, a décerné le prix Vulcain de l'artiste technicien à la directrice de la photographie Charlotte Bruce Christensen pour son travail sur le film La Chasse de Thomas Vinterberg. Le jury a salué une caméra qui participe de manière décisive à la grammaire cinématographique du film. Dans cette œuvre, Lucas, instituteur dans une petite ville danoise, voit sa vie basculer lorsqu'une enfant l'accuse à tort d'un geste déplacé. En quelques jours, la rumeur se propage et la communauté se retourne contre lui. L'homme, autrefois apprécié, devient la cible d'une véritable chasse sociale. La mise en scène renforce cette tension. La caméra, proche des visages et souvent à l'épaule, s'immisce dans l'intimité du personnage et accompagne sa progressive exclusion. Les cadres se resserrent, la lumière se durcit et l'espace du village idyllique se transforme peu à peu en territoire hostile. L'image joue ainsi un rôle central dans la compréhension du film. Elle traduit la peur, la suspicion collective et l'isolement du personnage. Dans cette chasse moderne, Lucas devient un cerf traqué. Et même lorsque le doute s'efface, le danger, lui, semble ne jamais disparaître. Et maintenant, parole de CST. Nous sommes toujours en direct sur notre chaîne YouTube et sur la radio, Ciné Musique Radio. Aujourd'hui, André a été remis un prix ce matin, le prix Jean Vivier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le prix Jean Vivier et comment ce prix est né ? Alors, ce prix a été créé en 1984 par Jean Vivier. Ça ne s'appelait pas le prix des projectionnistes ou du meilleur montage, mais ça s'appelait le prix de débit d'or. Pourquoi le débit d'or ? Très bien, c'est qu'à l'époque, on était toujours en 35 mm et donc c'était dans les projecteurs, vous avez des débiteurs pour faire passer la pellicule et c'est comme ça que Jean Vivier a créé ce débiteur qui le remettait à un projectionniste de la compétition qui se passait au Palais du Festival. Ce prix a été ensuite changé en prix du montage et de la meilleure ou le meilleur projectionniste. Ça a été en 2001 et on a appelé ça le prix Jean Vivier. Jean Vivier, pour vous dire, est d'abord un ingénieur. Il a créé la CST, donc en 1948, avec toute l'équipe dirigeante de l'époque. Et ensuite, il a été administrateur, créateur de l'école l'ENS Vaugirard, qui est devenue l'ENS Louis Lumière. Ensuite, il a été directeur du patrimoine au sein du Centre national du cinéma de l'image animée. Et mes prédécesseurs au niveau de la présidence de la CST ont décidé d'appeler ce prix Jean Vivier, qui pour nous est un prix tellement important, de reconnaître le travail que font les projectionnistes, les monteurs pendant ce festival. Ne serait-ce qu'au marché du film, vous avez plus de 1600 projections. Au Palais, je ne peux pas vous dire. Moi-même, c'est la première fois que j'allais dans des salles au Palais, puisque dans mon ancienne carrière, je faisais autre chose. Et en fait, c'est un vrai labyrinthe et il y a beaucoup de projections, beaucoup de projections. Vous parliez de monteurs. Est-ce que vous pouvez expliquer de quoi il s'agit exactement ? Aujourd'hui, c'est très simple. Nous recevons les DCP et les monteurs ou les monteuses récupèrent le DCP, le vérifie pour voir qu'il n'y ait pas de problème, vérifie les sous-titres et tout. Et le projectionniste, il fait son travail de projectionniste qui n'est plus à charger les copies, mais à faire juste avec le DCP, donc digital numérique, voilà, projection numérique. Est-ce que vous pourriez, pour qu'on se rende compte, nous rappeler l'effectif ? Combien de personnes font tout ce travail-là en amont et pendant le festival ? En amont, il y a à peu près une dizaine de personnes. Et pendant le festival, on doit être autour de 70 personnes à peu près, entre le marché et le festival. Or, les salles de la ville, qui sont les arcades et les Olympias. Qui sont gérées en interne avec leur propre Qui sont équipe. gérées, mais nous avons des délégués du marché du film qui sont dans les salles pour voir que tout se passe bien. Notre but principal, c'est surtout de donner aux spectateurs la meilleure qualité de l'image, le meilleur son. Et j'avoue que moi, j'ai vu
beaucoup de projections là, un peu cette année. On n'a pas à rougir de ce qui s'est passé cette année. Andrei, comment vous avez trouvé la qualité de la projection, mis à part tout le niveau d'émotion que ça a dû produire? Techniquement, ça va? C'était au niveau? Je n'ai pas à me plaindre, mais c'est difficile pour moi. Moi, j'ai regardé le film, c'est déjà bon signe. Comme je l'ai dit, la salle lumière est grande, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand en fait. C'est énorme. C'est pour ça que le son était... En fait, quand on a fait les répétitions, les vérifications la nuit, Andrei... Pour peu dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est le son que nous avons fait. C'était très difficile pour nous de comprendre si c'était bien ou si c'était pas bien. Je ne me rappelle plus comment s'appelait le garçon qui était là, mais il y avait un consultant Dolby. Tout le monde a dit ouais, c'est tout parfait, ne touchez rien, ne l'augmentez pas. Et en fait, Andrei a dit faites-le plus fort et encore plus fort. Et puis non, vous aviez raison dès le départ, on va revenir au niveau que vous aviez dit initialement. Moi, je craignais beaucoup, j'avais une appréhension au sujet de mon travail parce qu'il y avait tellement d'attentes pour le film. J'avais peur que ce soit un loupé. J'ai hésité à aller voir la projection officielle, mais une fois que j'y étais et que j'ai commencé à regarder, au bout de 5 minutes, je me suis dit, bon, ça c'est chouette, je regarde un film, c'est impeccable. Je pense que c'est un bon signe pour la projection et pour le son. Un travail qui doit être mené par les équipes, c'est aussi d'accompagner les équipes du film, de les rassurer, de les conseiller aussi. On les conseille. On leur demande toujours avant le début de la répétition à quel niveau ils veulent écouter le film. Donc la plupart nous disent à 7. Et ensuite, on s'aperçoit que le niveau est quand même... cette salle, c'est une cathédrale, hein, comme on l'appelle. On a fait beaucoup d'efforts au niveau sonore dans cette salle. Et puis les équipes baissent un petit peu. Et c'est vrai qu'on... De mémoire, parce qu'on fait beaucoup de films dans la nuit, on a dû passer le film à 6.7 au lieu d'être passé à 7, parce que c'est un peu fort. Donc on conseille effectivement pour que le spectateur ne soit pas agressé tout le long du film, et donc on les conseille. Après, ce n'est pas nous qui prenons la décision, hein, c'est vraiment le mixeur ou l'ingénieur du son et surtout le réalisateur. Mais c'est vrai que c'est surtout le son qu'on règle. C'est vraiment le son, c'est pas vraiment l'image. Vous savez, l'image, aujourd'hui en numérique, dès qu'on a la qualité de l'image, qu'on a 48 candela et que l'étale est bien faite, et je voudrais saluer l'équipe de la maintenance et le vice-président de la CST, Jean-Baptiste Aignon, qui font un travail merveilleux pendant les 15 jours à Cannes. Et c'est vrai qu'on n'a jamais... On ne nous demande pas de baisser la lumière ou d'augmenter la lumière. C'est vraiment uniforme. Par contre, on joue sur le son. Voilà. Les mixeurs français, on est autour aujourd'hui entre 6.5 et 6.7, la plupart des films. Pour conclure au sujet du prix Jean Vivier, est-ce que vous pourriez nous dire qui décide de l'attribution des prix et peut-être le nom des lauréats? Alors là, c'est un piège. Comment se décide c'est très simple. Se décide l'équipe du marché, donc sous la houlette de Alain Surmulet, qui est le responsable technique du marché. Et là, il décide le meilleur projectionniste, ou peut-être, parce qu'ils ont aussi un montage au marché, le meilleur monteur ou monteuse. Concernant pour le montage, on a surtout Éric Chériou, directeur technique de la CST, qui, avec son équipe, avec Jean-Baptiste, décide à qui ils remettent le prix. Et j'avoue que... Alors, j'ai les prénoms, mais je n'ai pas les noms de famille. Mais c'est mieux que rien. Voilà, alors, je peux vous dire, meilleur projectionniste, c'est Kader, et meilleure monteuse, c'est Anne-Lise. Parce que je les connais que par leurs prénoms, et que les noms de famille, je ne les connais pas. Et que c'est ma première année où je suis là, comme ça, en tant que directeur technique de la CST, pendant le festival. J'allais les voir tous les jours. Voilà, et j'ai fait 2 fois, 3 fois le tour de toutes les salles.
ça dure 2 heures pour faire le tour dans ce palais. On invite tout le monde à aller regarder sur le site de la CST pour avoir leur prénom et leur nom. Absolument. Anne-Sophie, vous avez déjà testé, participé à ces tests cette année et puis des années précédentes. Vous avez plusieurs films en sélection. Je ne suis pas sûre qu'Anne-Sophie aille en répétition à 2h du Ouais, matin. non, j'en ai entendu parler pour les films qui sont présentés sur lesquels j'ai travaillé, mais en tant que chef décoratrice, non. Je ne suis pas du tout sollicitée à cette phase-là du travail. Si vous permettez, je peux juste dire à peu près les personnes qui sont là en général, ce sont le réalisateur ou la réalisatrice, les chefs-op, les directeurs de la photographie, le mixeur, le montage, la production et le distributeur français si le film a un distributeur. Donc vous pouvez vous coucher plus tôt que les autres. Oui, j'ai l'impression qu'en plus c'est des horaires assez... Oui. J'ai entendu des équipes, il y a tellement de films présentés qu'il y a des créneaux à des horaires incroyables. Vous avez reçu le prix de la jeune technicienne en 2023. On est ravis de vous accueillir. Ouais, bah merci à vous. On est très heureux de suivre la carrière de nos lauréates. Est-ce que vous pouvez nous présenter les différents films sur lesquels vous avez travaillé cette année ? Oui, donc qui ont été sélectionnés là cette année. Il y a Sanguine, présenté en séance de minuit dans la sélection officielle. Donc qui est un body horror movie, un film de Marion Le Corollaire, un peu gore quand même. Enfin voilà, donc c'est en séance de minuit, qui est une section particulière pour des films comme ça, un peu de genre. Et il y a aussi Rien à voir dans le style du fioul dans les artères de Pierre Le Gall, qui est à la semaine de la critique. C'est intéressant qu'il y ait juste un tout petit mot sur du fioul dans les artères, puisqu'on en a un petit peu parlé. C'est pas un film de décor parce que c'est des histoires de camionneurs, donc c'est que des stations-service et des camions, aucun intérêt. Or, non. C'est sûr que déjà, il y a ces camions, à quoi ils ressemblent. Donc moi, mon travail, c'est aussi de définir avec le réalisateur, le chef opérateur, à quoi ils ressemblent, la direction artistique de ces camions. Qu'est-ce qu'on veut comme bâche, et l'intérieur de ce camion après, parce que l'histoire, c'est des routiers qui vivent et qui dorment dans leur camion, c'est leur maison. Donc c'est quoi leurs objets, c'est quoi, pour rendre réaliste le film et faire exister les personnages. Donc il y a un travail d'abord de documentation pour nous à la déco. Sur les routiers, ce que je connaissais pas du tout avant. J'en ai rencontré. Il y en avait un qui était consultant, qui était un ami du réalisateur qui était sur le film. Jean Seb, que je salue par ailleurs, qui est formidable. On en a rencontré d'autres. Moi, dès que j'avais l'occasion, je parlais avec des routiers. On a travaillé dans des zones. Après, il y a toujours des choses à changer. Pendant un film, on travaille dans des lieux désaffectés qui nous accordent l'autorisation. Donc, il faut rendre... on fait des fausses palettes. Enfin, voilà. Ça semble... C'est pas de la décoration pour faire joli. C'est pour faire exister l'histoire et les scènes. Après, il y a les bâches imprimées, le logo sur les donc c'est l'histoire d'un... Vous avez recréé des identités graphiques de compagnies de transport. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment tellement passionnant. Moi, j'adore. C'est génial. Déjà, faut se demander qu'est-ce que ça évoque dans l'imaginaire collectif, parce que donc c'est l'histoire de 2 routiers qui tombent amoureux, un Français et un Polonais. Et ce qui est important, c'est que le Français, il travaille pour une entreprise française qui fait plutôt du national, tandis que le Polonais travaille, lui, pour une entreprise, pour une multinationale qui n'est même pas polonaise. Donc, on a recréé l'identité de chacun. Mais voilà, on ne va pas du tout dans les mêmes codes. Là, on tournait chez Depot, à Lille, pour l'entreprise française. Et c'est Julien Depot qui nous a accueillis, mais voilà, on n'utilisait pas le logo Depot. Le réalisateur, Pierre Le Gall, a voulu utiliser Pontus comme nom, qui est en hommage à Joseph Pontus, qui avait écrit Sur la ligne, et qui est une belle référence au film. C'est un film qui parle du travail et de comment le travail peut séparer aussi les gens et pas leur donner le temps de pouvoir se voir, s'aimer, et être libre. Voilà. Vous arrivez longtemps en amont, au moment de la préparation, pour justement pouvoir travailler avec le réalisateur ou la réalisatrice sur la construction de ces décors ?
Ben là, pour les 2 films, c'était des réalisateurs que je connaissais pas et c'est des premiers films. Et j'avais pas travaillé sur leur court-métrage. Donc je les ai rencontrés. Déjà, quand on se rencontre, j'ai lu le scénario. Et j'ai peut-être... pour Marion, j'avais recherché quelques références pour pouvoir discuter sur des images, quoi, pour la faire parler aussi. Tandis qu'avec Pierre, on s'est juste rencontrés autour d'un café, quoi, pour parler du projet. Combien de temps à peu près avant le tournage? Je dirais 3 mois avant. Après, ça dépend du timing. Des fois, les gens ont enfin, c'est des films plus ou moins fragiles financièrement, des premiers films. Et, les financements, des fois, arrivent tard et ça se met en route très, très vite. Ça dépend si le film a une saisonnalité. Enfin, là, c'était pas le cas, mais ça peut arriver que le film et les financements, il faut tourner très vite parce que ça se passe en été. Et voilà. En l'occurrence, là, ensuite, la première phase, c'est de parler des repérages qui se lancent. Souvent, il y a le casting qui est bien amorcé. Et on va se lancer sur des repérages une fois qu'on décide de travailler ensemble. Se lancer sur des repérages, et c'est souvent très important. Moi, pour mon travail, on va visiter des lieux, on se met d'accord sur déjà une ligne de repérage, puis on envoie. Il y a des repéreurs qui font des recherches. Et de là, on part en repérage avec le chef opérateur, l'assistant réal, le réalisateur évidemment, le directeur de production. Et voilà, et on commence à mettre en place des images, des lieux qui vont pouvoir servir au film. Sanguine, ce film est vraiment dans un genre complètement opposé au film du fioul dans les artères. C'est un film de genre avec beaucoup d'hémoglobine, comme son nom l'indique, un petit peu. Là, comment vous avez abordé ce sujet avec la réalisatrice? Comment elle vous l'a présenté et comment vous avez travaillé ensemble? Déjà, pour elle, les décors étaient très très importants. Elle voulait un univers très particulier. Parce que quand on lit un scénario, moi j'ai l'impression que le film pourrait avoir, selon le réalisateur et selon comment on va le faire, l'argent qu'on a, il peut prendre beaucoup de formes. Donc déjà, je lui ai montré les images pour savoir ce qu'elle attendait. Et elle insistait beaucoup sur le fait que, je vais revenir, ça se passe dans un hôpital et que l'hôpital est lui aussi monstrueux et vient comme ça bouffer les gens. Et en fait, c'est ça, parce que ça parle de burn-out, en fait, le film, plus ou moins. Un peu symboliquement, et du coup, ce lieu vient manger le personnage principal, et du coup, elle voulait que ça se traduise dans les décors. Elle avait une obsession pour le rouge aussi, donc qu'il fallait doser et savoir mettre en œuvre à l'intérieur des lieux. Donc l'hôpital, lui, est scindé en plusieurs décors. On a tourné dans plusieurs régions. Et il a fallu le scinder entre un décor naturel qui était un ancien, en région parisienne, vers Plaisir, un ancien labo agronome qu'on a choisi parce que c'était un peu rétro-futuriste comme architecture, et on l'a ressouligné en retravaillant dedans. Puis après on a ouvert des murs, travaillé des couloirs et beaucoup recolorisé le lieu et réhabillé le lieu, donc avec mon équipe. Et il y a aussi du studio pour l'internat de cet hôpital. Il y a le bureau ensuite de la chef superviseuse qui est fait à Nantes dans un autre bureau. L'extérieur, c'est encore un autre endroit. Et moi, mon travail, c'est aussi de faire en sorte que tout ça marche ensemble et qu'on en discute tous ensemble avec le chef-op, que je puisse anticiper ce que je vais avoir besoin de faire et de proposer des choses sur lesquelles ils peuvent s'appuyer à l'image pour rendre à la fois crédible, ce serait pas vraiment le mot, parce que le film n'est pas complètement réaliste en fait. On est dans un hôpital qui est un peu décalé, c'est un film de genre, donc, mais en même temps il y a les codes de l'hôpital, mais tout est un peu décalé. Vos principaux collaborateurs ou collaboratrices, ça va être la réalisatrice, le réalisateur, la directrice ou le directeur de la photographie, qui d'autre? Il faut citer les membres de vos chef équipes. électro aussi, quand même. Je dirais que c'est un poste important pour moi dans la mise en œuvre. Mais je pense que dans vos équipes, vous travaillez avec des gens... évidemment, mon équipe, ouais. Voilà. Parce que moi, je prends les informations de tout le monde, je propose des choses, je dessine, et je fais des propositions avec des maquettes, soit 3D, Photoshop, voilà, ou à la main. Et c'est des choses qui sont chiffrées par vous-même, vous faites des devis? Je fais des devis, donc toute mon équipe aussi. C'est vrai que le travail de chef décorateur, c'est beaucoup un travail de chef d'équipe où on gère aussi les salaires, le budget général de tout ce que ça va coûter, parce que c'est un boulot, un travail qui est très à part du tournage. Donc même si on est là, on livre le décor et on s'en va, on prépare un autre ou on démonte. Voilà. Et donc je m'appuie aussi sur mes équipes. Donc
Là, on était quand même assez nombreux, vu qu'il y a du studio, il y a de la construction, de la peinture. C'est un travail qui est complètement différent du Fioul dans les artères, où on était très peu nombreux. Et non, du coup, sur un premier assistant qui gère la logistique, un ensemblier qui faisait un petit peu de construction aussi, qui s'appelle Nathan Drault, et qui m'a beaucoup aidé, où on a trouvé des choses. On a travaillé aussi en prenant des choses qu'on a récupérées et qu'on s'est dit, tiens, ça va nous permettre de faire ça, comme on avait le droit de tricher un peu et de ne pas être complètement littéral. Voilà. Et après, chef peintre, chef constructeur, enfin voilà, il y a beaucoup de chefs dans le cinéma. En fonction des projets, les équipes peuvent être complètement différentes. Je pense qu'on était... après, c'est pas sur la longueur, hein. Un chef peintre, il va travailler sur... pas sur la longueur du film forcément, c'est à la semaine. Mais je sais pas, on devait être peut-être une vingtaine, j'ai pas compté précisément, plus le graphisme, tout ça. Alors que sur du Fioul, on était principalement 2-3. Et donc on fait tout là. Enfin, je construis, Enfin là, mais c'est super aussi. Moi, j'aime bien. Je travaille plutôt à un coup de cœur sur un projet, à un réalisateur que. Alors après, on est content quand on fait des choses pas complètement réalistes et qui se voient. Mais c'est agréable parce que j'ai souvent un travail qui doit s'oublier dans des films réalistes, comme je pense à Des preuves d'amour, qui était l'année dernière à Cannes aussi, où on a fait un gros travail, mais qui se voit pas forcément. Enfin, on a doublé une salle d'accouchement à l'identique. Bon, c'est plus un challenge technique créatif. Tous les appartements sont refaits, et je l'espère, ça ne se voit pas que c'est refait par la déco, quoi. Est-ce que vous avez des films, des projets en cours ? Oui, alors j'attends que ça se fasse un projet dans un avion. Encore un autre challenge. Un avion, a priori en studio. C'est une comédie, je fais pas mal de comédies aussi, j'aime bien ça. C'est assez créatif à la déco. Et c'est pour Giulio Calegari, pour qui j'avais fait le premier long métrage à la déco. Et je croise les doigts, voilà. Et d'autres à venir, mais pour l'année prochaine, peut-être. Mais en ce moment, on sait tous que c'est pas forcément simple de financer les films d'auteur, les films français. Il y a beaucoup de doigts croisés partout. Ouais, là. J'espère, c'est des beaux projets. Merci beaucoup, Merci. Anne-Sophie. Et tout de suite, c'est l'heure de la petite interview. Alors bonjour, je m'appelle Michel Bougenat, je suis acteur, auteur de théâtre, auteur de cinéma, metteur en scène. Mon premier festival de Cannes, c'était en 86, je pense, et c'était en plein bordel de Trois hommes et un couffin. Et on était complètement débordés, et on ne savait pas trop comment réagir à tout ça, quoi. Et c'était très amusant. Parce que je ne connaissais pas tout ça, moi. Je venais du théâtre, et comme le couffin a été une chose qui n'était vraiment pas prévue, pas voulu et pas prévu, enfin voulu, on veut toujours faire du cinéma et qu'il y ait des gens qui voient les films, mais on ne savait pas que ça allait devenir un phénomène social, quoi. Mais c'était amusant. Mon plus beau souvenir, c'est quand on allait sortir, on sortait mon premier film Père et Fils autour du 15-16 août, et on était venu au festival pour faire de la promotion avec Philippe Noiret, mes acteurs, et toute l'équipe de la Gaumont, et c'était un moment totalement tendre, drôle, fraternel. J'ai gardé un souvenir très chaleureux de tout ça. Hélas, j'étais pas à la montée des marches, puisqu'ils ont fait une montée des marches, et Philippe Noiret avait fait un panneau où il avait mis son nom. De la jeune technicienne, je trouve ça très important, parce que dans le cinéma, il y a quand même... On a l'impression quand même que c'est un travail d'homme, alors que c'est faux. Donc, soutenir les jeunes techniciennes, je trouve ça très bien. Permettre à des jeunes femmes d'accéder et d'être aidées, d'être poussées quand elles ont du talent, c'est très très bien. Et c'est très important. Et maintenant, sur les marches.
Premier film présenté en compétition aujourd'hui, Notre salut d'Emmanuel Mar. C'est son deuxième long métrage, son premier film en compétition. Son premier long, c'était, je crois, il y a 2 ans, le film Rien à foutre avec Adèle Exarchopoulos en hôtesse de l'air, complètement blasée. C'était très génial. Et là, on change complètement d'univers puisqu'on va suivre Swan Arlo pendant l'occupation. Donc, je vous lis le synopsis. Septembre 40, Henri Mar débarque seul à Vichy. Sans connaissance, il aspire à se faire une place dans le nouveau régime. Dans sa valise, son manuscrit politique autodidacte Notre salut, qu'il entend faire publier. Henri veut aider à sauver la France de la débâcle, mais peut-être et surtout se sauver de sa propre débâcle. 3 petits points. Je crois que les 3 petits points comptent beaucoup sur ce synopsis. À noter, ce qui est très intéressant, c'est que Henri Mar, c'est le grand-père d'Emmanuel Mar. Donc tout ça est basé sur des faits réels et sur un vrai manuscrit. Et il a une manière de tourner qui est très intéressante puisqu'il tourne en perlé quand il a envie, quand il a de l'inspiration. Il va voir son comédien, il propose la scène et il tourne. Donc c'est une structure de tournage et de production qui est différente. Et j'ai personnellement super envie de voir ce film. Son chef-op, Olivier Bounjing, aussi pour la première fois en compétition. Il était chef-op des fantômes de Jonathan Millet en 2024, je crois aussi à la semaine de la critique, l'ouverture de la semaine. Et il avait fait Rien à foutre, je l'ai dit 2 fois, c'est trop bien. J'adore. Et il avait fait aussi le film de l'été, et ma fiche vient de s'envoler, c'est pas grave du tout. Voilà. Il est reparti avec Anna Falguer en chef décoratrice, qui était aussi sur Rien à foutre, et qui est donc chef déco sur Notre salut. Elle avait fait la déco des Intranquilles de Joachim Lafosse, qui était en 2021 à Cannes. Et encore une fois, retour de Rien à foutre. Également collaborateur au son, Antoine Bailly. Il avait été chef-op du son, je vais y arriver, sur Peshmerga de BHL de Bernard-Henri Lévy en 2016. On change d'école. Et il était aussi, pardon, je suis désolée, c'est moi, je suis pas Mathieu. Et il était sur Le ravissement d'Iris Kaltenbach, qui était à la semaine de la critique en 2023. Ce soir également présenté The Man I Love d'Ira Sachs. Le réalisateur revient après Frankie en 2019. On est plongé dans le New York des années 80 et nous allons suivre l'artiste Jimmy George, confronté à la maladie et à la mort. Et pourtant, il va rencontrer un dernier amour. À l'équipe technique pour accompagner Ira Sachs, Tommy Love, c'est une première canoise pour ce décorateur. À l'image, José Dehay. José Dehay qui revient après Urkin Daris Dickinson dans la sélection Un certain regard. Elle a également accompagné Bertrand Bonello pour plusieurs films en compétition comme Saint-Laurent ou encore l'Apollonide. Et on est ravis de retrouver José Dehay à l'image ce soir. Frédéric, vous qui voyez 15 films par jour, est-ce que vous avez prévu d'en voir parmi ceux-là aujourd'hui ? Oui, c'est de là. Je vous avoue qu'il y a eu quelques projections qui ont été faites à la presse d'Emmanuel Mar et les échos sont absolument incroyables. Alors bon, c'est les critiques qui se trompent souvent, mais en tout cas, les échos sont excellents sur le film. Je suis très impatient de voir le film espagnol demain. C'est une arrivée d'un couple espagnol qui avait réalisé la série La Mesias, qui est une des grandes séries de ces dernières années. Je suis très, très impatient de découvrir ça. La Bola Negra. Je suis impatient de découvrir le nouveau film de Lucas Dont, qui avait réalisé Girl, qui avait réalisé un deuxième film dont j'ai oublié le nom, qui est un réalisateur belge, qui a fait un film qui se passe en 14-18, qui s'appelle Cowards. Et je suis aussi curieux de voir pour la fin de la compétition le film de Léa Missius, qui avait ouvert la semaine de la critique il y a nombre d'années avec Ava. C'était prémonitoire pour la déléguée générale qui s'appelle Ava Cahen, mais qui avait ouvert avec Ava, qui a travaillé, je crois, avec Arnaud Desplechin, avec des cinéastes comme ça, et qui revient avec un nouveau film qui s'appelle le truc de la nuit, les monstres de la nuit, je ne sais pas. En tout cas, Histoire de la nuit, en tout cas, qui a l'air... Voilà, donc en fait, il reste encore beaucoup de films, mais puisque j'ai pas pu le dire tout à l'heure, je voulais juste te dire que Minotaur me paraît un des très grands films du festival de Cannes qu'on a vu cette année, autant pour mes collègues que pour moi.
c'était une énorme attente. Et je crois que le film... alors je me dis que c'est un film qui peut plaire à Park Chan-wook, parce que c'est Claude Chabrol comme adaptation, parce que c'est un cinéma qui lui ressemble un petit peu, dans son caractère implacable. Je trouve le film implacable. Et je trouve que c'est un des grands chocs du festival. Et je ne suis vraiment pas le seul à le penser. C'est vraiment un film admirable, autant sur la guerre que sur les affects qui traversent les gens aujourd'hui. Résultat, samedi soir, Anne-Sophie, des attentes du festival, un coup de cœur peut-être parmi cette compétition, parmi les films. Non, je dois aller voir les films que vous avez cités. Emmanuel Mar, enfin moi j'avais adoré, rien à foutre. Du coup j'ai très hâte. C'est déjà pas mal. J'en ai vu plein. Pas de Garance, pronostic pour j'ai l'instant. beaucoup aimé Garance. Voilà, et non, je serais bien en peine. Enfin, il y a beaucoup de choses très différentes et voilà, j'ai beaucoup aimé Marie-Madeleine aussi. C'est un certain regard, mais voilà, ça fait du bien, un certain regard, on voyage un peu. Enfin, on voit des choses un peu différentes. André, vous avez le temps de voir des films ou pas du tout? Pas vraiment. Je les vois qu'en répétition, je vois 40 minutes de chaque film, c'est bien. Mais non, Le début et la fin? Non, ça dépend. Ça peut être le début, le milieu, selon ce que décide l'équipe qui vient en répétition. Non. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai pas vu beaucoup de choses. J'ai vu l'ouverture, quand même. Non, je vais voir le Lucasdon demain. Voilà, ça c'est noté depuis très longtemps sur mes tablettes. Je veux vraiment le voir parce que c'est un réalisateur qui m'intéresse énormément. Voilà. Merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à tous et à toutes de votre accueil. Merci Hélène d'avoir remplacé Mathieu. On se retrouve demain avec Mathieu. Et d'ici là, bon festival à toutes et à tous. Bon festival. Merci Alexia, merci Hélène. Merci. Merci à tous. Merci. Grâce à la CST, tous les corps de métier du cinéma sont représentés et le prix CST, c'est vraiment la mise en valeur de tout ce travail technique. On dit souvent le travail de l'ombre, mais en fait, c'est le travail de tous les jours, de tous ces techniciens, grâce à qui aller au cinéma nous fait rêver. Et souligne le rôle essentiel de celles et ceux qui façonnent l'image et le son des films.